Alors, bienvenue à la série d'apprentissage virtuel du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Je m'appelle Joshua Frame, je suis le président national du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Et veuillez noter que cette session sera ouverte maintenant en français. Si vous avez manqué la session en anglais à 13h30, l'enregistrement sera disponible sur notre chaîne YouTube plus tard cette semaine. So if you missed the 1:30 p.m. Eastern Time English session, the recording will be available on our YouTube channel later this week. Alors, je vais commencer par reconnaître que je suis ici sur le territoire traditionnel non-cédé des peuples algonquins Anishinaabe. Et c'est mon plaisir de présenter de ce territoire et d'être présent de ce territoire. Et dans la fonction chat, on va mettre le lien pour trouver le territoire traditionnel sur lequel vous nous joignez. Je vais vous encourager tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Alors, au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton questions et réponses qui est nommé Q&A dans la fonction Zoom et en français. Vous pourriez voter pour les questions que vous voudriez avoir posées en cliquant sur le bouton pouce en l'air ou thumbs up en anglais. Alors, je vais maintenant passer la parole à notre modérateur pour la séance en français, Reda Bourgeois. Alors, Reda, à vous la parole. Merci. Merci beaucoup, Joshua. Bonjour tout le monde. J'espère que vous portez tous très bien aujourd'hui en ce beau mardi après-midi ou peut-être matin pour ceux et celles qui sont dans les régions. Dans un premier temps, j'aimerais d'abord reconnaître le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine d'Anishinaabe où je suis situé présentement et ainsi reconnaître les territoires traditionnels de partout au Canada où vous vous situez présentement. Pour me présenter très rapidement, je m'appelle Reda Bourgeois et je travaille présentement en tant qu'analyste politique au sein du ministère des Affaires autochtones et je suis également le vice-président de l'apprentissage au sein du réseau des jeunes professionnels de mon ministère. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette très belle session sur le thème des classifications. Alors, avant de débuter notre session, nous allons d'abord commencer par un petit sondage, question de tester rapidement vos connaissances sur le sujet des classifications. Alors, si vous pouvez répondre très rapidement, ça serait super. Alors, la première question, savez-vous à quoi correspondent les lettres de votre groupe? Et la deuxième question, savez-vous quelles autres classifications font un travail similaire? Super. Alors, pour la première question, on peut voir que la majorité, en fait, la majorité, en fait, disent oui, qu'ils connaissent ce que signifient les lettres de leur groupe, ce qui est un bon signe. Et pour la deuxième question, en ce qui concerne, savez-vous quelles sont les autres classifications qui effectuent un travail similaire, on voit que la majorité des répondants ont répondu non, alors avec 40 Alors, je suis vraiment content de voir ces résultats puisque c'est pour ça qu'on a créé cette session, c'est pour vous permettre d'enrichir vos connaissances sur le thème des classifications. Alors, comme vous le savez certainement bien, la fonction publique est le plus grand employeur du Canada et les nouveaux employés ont notamment beaucoup à découvrir et à apprendre. Alors, qu'il s'agisse de règles clés ou d'acronymes communs, cette série GC101 a vraiment comme objectif d'examiner plusieurs domaines fonctionnels, dont la classification que l'on examinera aujourd'hui, afin de vous donner tous les éléments de base dont vous avez besoin pour être d'une part bien informé, mais aussi pour bien réussir dans votre travail. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de discuter de classification avec notre invitée très spéciale, Evelyne Montigny, qui est présentement gestionnaire en classification avec Services publics et approvisionnement Canada. Encore une fois, merci beaucoup, Evelyne, d'avoir accepté notre invitation. Je sais que votre horaire est très occupé, alors on apprécie beaucoup votre présence. Alors, sans plus tarder, je vais maintenant me tourner vers vous pour votre présentation. Alors oui, on va commencer directement avec votre présentation. Veuillez noter que la présentation d'Evelyne sera à peu près entre 10 et 15 minutes et sera par la suite suivie d'une période de questions-réponses. Alors, on va essayer de garder un bon 10-15 minutes pour répondre aux questions de l'audience. Alors, n'hésitez pas à écrire vos questions dans la boîte de clavardage. Alors, sans plus tarder, Evelyne, la parole est à vous. Oui, donc bonjour tout le monde, bienvenue.
Donc, je vais partager ma présentation sans plus tarder, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, pour commencer, je vais expliquer brièvement là, à quoi sert la classification. Donc, très simplement, c'est une méthode systématique qui sert à déterminer la valeur relative du travail. Donc, la classification évalue les caractéristiques d'un poste en créant une hiérarchie de travail au moyen de groupes professionnels et de niveaux dans l'administration publique centrale. C'est l'administration publique centrale, vite fait, c'est 22 ministères et 59 autres secteurs. Donc, ça comprend pas là, les agences séparées comme l'Agence du revenu du Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments, par exemple. Donc, c'est de ce groupe qu'on va parler. La classification ouvre aussi la voie à une rémunération appropriée en échange du travail effectué, comme cadre pour la négociation collective, on se sert de la structure des groupes professionnels, aussi qu'on va voir un petit peu plus en détail là, plus loin. Et puis, juste une petite note pour dire que le programme de classification de l'administration publique centrale est géré par le secrétariat du Conseil du Trésor. Donc, vite aussi, le fondement législatif de la classification nous vient de la loi sur la gestion des finances publiques, principalement, et aussi de la loi canadienne sur les droits de la personne, donc qui nous fournit les critères non discriminatoires nécessaires à la rédaction d'une description d'emploi, donc les qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. On va expliquer ça un petit peu plus loin. Puis, il y a d'autres outils aussi politiques, directives, là, qui viennent encadrer davantage notre travail. Donc, la classification fait partie du processus total des ressources humaines qui commence avec la planification RH, donc planifier les besoins organisationnels et en personnel. Donc, la classification définit mieux les besoins organisationnels, donc l'aménagement organisationnel. Pour chaque poste, on a besoin d'une description d'emploi. Donc, la rédaction de description d'emploi fait partie du processus. On doit analyser le champ du travail qui nous mène à déterminer un groupe et ou sous-groupe pour le poste. L'évaluation des emplois qui va éventuellement là, nous mener aussi à la détermination du niveau du groupe pour qu'ensuite les gestionnaires puissent procéder à la dotation de ces postes et suivi la rémunération, l'apprentissage du perfectionnement et puis les relations de travail là, qui font partie de ce processus. Donc, il y a certaines pièces d'information qui appuient l'évaluation de poste. Donc, une de ces pièces d'information, c'est la description d'emploi qui est de la responsabilité du gestionnaire. Donc, le gestionnaire décrit les responsabilités assignées, les exigences du travail dans un document officiel qui est la description d'emploi et ça sert de base à l'évaluation de poste. Cette description d'emploi-là est approuvée par le gestionnaire responsable, mais peut aussi être signée par le superviseur pour confirmer que les tâches décrites correspondent bien au travail effectué. Et l'employé, c'est important de le noter, est aussi invité à signer sa description d'emploi pour confirmer qu'il ou elle a été consulté et a eu l'occasion de commenter cette description d'emploi. Puis, c'est écrit selon un format, il y a un gabarit qui nous est fourni par l'Agence centrale aux organisations d'administration publique centrale. L'organigramme est un autre pièce d'information importante, encore une fois approuvé par le gestionnaire responsable, donc qui indique les liens hiérarchiques du poste, donne le contexte organisationnel nécessaire à l'évaluation de l'emploi. Les définitions de groupes et sous-groupes professionnels, donc ça c'est fourni par l'Agence centrale, qui sont un ensemble de postes ou d'emplois dont la nature globale des fonctions est semblable. Donc, on les regroupe. C'est là les deux lettres là, qu'on a mentionnées au début. Et puis, la norme d'évaluation d'emploi ou la norme de classification, aussi fournie par l'organisme central, c'est l'outil officiel approuvé par le Conseil du Trésor
qui est utilisé par les conseillers en classification accrédités pour déterminer le groupe, parfois le sous-groupe, et le niveau d'un emploi. Puis ça permet aux titulaires de ces postes-là de recevoir une rémunération pour le travail accompli. C'est important de noter que les normes de classification sont élaborées par l'employeur de concert avec les ministères utilisateurs et les syndicats responsables. Puis aussi de noter qu'il y a une norme de classification par groupe professionnel. Donc, première pièce d'information, juste pour vous donner une idée de comment c'est structuré une description d'emploi. Ça comprend les renseignements de base, donc les renseignements généraux sur le poste, son titre, son lien hiérarchique, son numéro de poste, exigences linguistiques de sécurité. C'est suivi par un énoncé de résultats axés sur le service à la clientèle qui décrit les produits ou services fournis par le poste et donne le ton pour le reste de la description d'emploi là, pour aider à déterminer le but principal du poste et éventuellement son groupe, sous-groupe. C'est aussi ensuite suivi par les activités principales qui sont exécutées pour obtenir les résultats sur le service à la clientèle. Puis, ça aide aussi à déterminer le but du travail, donc le groupe sous-groupe. Et finalement, les caractéristiques du travail qu'on a mentionnées plus tôt qui nous viennent de la Loi canadienne sur les droits de la personne, donc les habiletés, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. Donc, c'est décrit pour nous aider à bien comprendre le contexte et l'emploi là, pour bien l'évaluer. Juste une note pour dire que les descriptions d'emploi peuvent être uniques ou normalisées, génériques, qu'on dit souvent. Donc, une description de travail unique s'applique à un poste, alors qu'une description d'emploi normalisée ou générique, elle est utilisée pour décrire les responsabilités de plusieurs postes similaires ou identiques. Des descriptions d'emploi normalisées ou génériques permettent des économies de temps, d'effort, parce que ça décrit le travail de plusieurs postes là, au lieu d'un seul à la fois. Ça permet aussi une meilleure comparaison là, entre les postes pour les employés et les évaluateurs. Le prochain élément, c'est l'organigramme. Donc, l'organigramme qui nous montre les postes qui forment une organisation, puis qui nous donne une vue d'ensemble de la distribution du travail dans cette organisation. Donc, on a un exemple très de base, mais ça nous indique le niveau supérieur, subalterne et les pairs du poste qu'on évalue. Donc, pour bien comprendre le contexte organisationnel. Petite note pour mentionner que les pouvoirs sont toujours délégués du haut vers le bas dans une structure hiérarchique. Et donc, on voit là, qu'il y a différents niveaux dans la hiérarchie. Chacun de ces niveaux-là, c'est important de noter qu'il y a des différences importantes en termes de connaissances, en termes d'autorité de prendre des décisions, donc entre les postes, les subalternes et le superviseur. Donc, c'est toujours ça qui définit là, une structure organisationnelle dans l'administration publique centrale. Les groupes et sous-groupes professionnels. Donc, je vais vous montrer brièvement un exemple. Juste pour que vous voyez un peu là, ce que ça a l'air. Donc, il y en a plusieurs ici, on les voit, les différents exemples avec les 2 lettres. Donc, il y en a qui regroupent d'autres groupes présentement. La transition, là, la modernisation n'est pas encore complétée. Mais donc, ça vous donne une idée. Là, vous pouvez aller consulter cette information-là en ligne sans problème. Donc, c'était juste pour vous montrer un peu ce que ça ressemble. Donc, on en voit qu'on connaît les EC, les EX, FI, gestion financière, PE, gestion du personnel, IT, technologie de l'information. Donc, ils sont tous là. Je vais revenir à la présentation. Donc, ces groupes professionnels-là sont formés d'emplois qui ont une raison d'être, des fonctions similaires, services administratifs, CDAS, EC, économique et services de sciences sociales, IT, technologie de l'information. Donc, c'est ce que ça désigne, les lettres. Il y a une définition détaillée pour chaque groupe
une description du type d'emploi qui lui appartient, puis ceux qui sont exclus aussi de ce groupe. Donc, on a mentionné qu'ils étaient désignés par 2 lettres qui servent d'acronyme au titre plus long. Puis chaque groupe a plusieurs niveaux. Ça varie selon le groupe. Par exemple, le groupe EC, il y a 8 niveaux. Donc, j'ai mis le lien, là, mais vous pouvez aller voir ce que ça a l'air une norme de classification. Donc, en gros, ça décrit les facteurs, les éléments, les critères qu'on utilise pour évaluer le travail au sein d'un groupe professionnel. Donc, ça comprend la définition du groupe, ça comprend les points pour chaque niveau, ça comprend plusieurs notes, définitions pour les évaluateurs et aussi des postes repères. C'est des postes qui sont déjà évalués, auxquels on compare notre poste qu'on évalue pour s'assurer qu'on a bien compris l'intention de la norme. Pour spécifier la classification, c'est important de noter qu'elle n'est pas fondée sur le rendement de l'employé. Donc, c'est la valeur des tâches assignées à un poste plutôt qui détermine la classification. Ce n'est pas non plus fondé sur l'ensemble des qualifications et habiletés d'une personne, mais plutôt sur les exigences du poste. Puis, ce n'est pas lié au volume de travail accompli par une personne. C'est plus le type de travail qui est évalué, non pas le volume puis la fréquence là, des tâches. Une autre petite note pour mentionner les conversions de classification parce que vous en avez peut-être entendu parler. Donc, juste pour brièvement expliquer que c'est un processus selon lequel on évalue une description d'emploi avec une nouvelle norme de classification, une nouvelle norme d'évaluation d'emploi approuvée par le Conseil du Trésor. Donc, c'est dans le cadre de l'exercice de renouvellement de classification. Donc, on a vu tantôt qu'il y avait des groupes qui englobaient plusieurs groupes actuels. Donc, c'est la transition vers les groupes actuels, vers ces nouveaux groupes-là plus englobants. Un exemple, c'est le PA, la norme PA, si vous avez entendu parler de la conversion. C'est une norme qui va éventuellement servir à évaluer des postes, entre autres AS, CR, IS, PM, des postes d'administration présentement. Donc, éventuellement, ils vont devenir PA et ils vont être évalués avec l'aide d'un nouvel outil d'évaluation d'emploi. C'est pas encore fait, c'est en cours. C'est pour ça que vous en avez peut-être entendu parler. Donc, il va y avoir un nouvel outil là, pour évaluer ces emplois-là. Et aussi, des nouveaux taux de rémunération vont éventuellement être déterminés au moyen de négociations collectives là, pour ce nouveau groupe-là. Juste pour spécifier qu'une conversion, ça affecte tous les postes dans un même groupe occupationnel, professionnel. Donc, il faut tous les réévaluer avec un nouvel outil versus une reclassification où c'est spécifique à un emploi. C'est basé sur l'évolution des fonctions de cet emploi-là. Et puis, ça peut signifier un changement dans un groupe professionnel, un sous-groupe professionnel ou le niveau de cet emploi. Donc, il y a une différence importante entre les deux. Donc, dans la classification, le gestionnaire délégué a certaines responsabilités, comme veiller à ce que les descriptions d'emploi des postes sous leur responsabilité soient exactes et à jour, approuver les descriptions d'emploi, répondre ou obtenir des réponses aux questions de leurs employés concernant les descriptions d'emploi et ou les décisions de classification relatives à leur poste. Les conseillers en classification accrédités ont aussi plusieurs responsabilités d'évaluation des emplois. Donc, on voit la liste ici. Brièvement, c'est de bien comprendre le travail, le contexte organisationnel et l'analyser grâce aux outils dont on a discuté, la description d'emploi, les définitions de groupes, sous-groupes, appliquer la norme de classification qui est reliée. Puis aussi, on vérifie comment d'autres organisations ont évalué des emplois semblables. Là, on appelle une étude de relativité. Puis à la fin, on rédige un rapport qui détaille cette analyse-là. On appelle ça une justification ou en anglais une rationale. Les employés ont aussi certaines responsabilités dans le processus de classification. Donc, une de ces responsabilités, c'est que vos conventions collectives vous donnent droit à une description d'emploi complète et à jour. Donc, vous pouvez la demander à votre gestionnaire.
Aussi, vous devez vous assurer de garder vos coordonnées à jour dans les systèmes de RH, de paye, pour que les décisions relatives à votre poste vous soient communiquées en temps opportun. Vous devez communiquer avec votre gestionnaire si vous avez des questions sur votre description d'emploi ou si vous avez besoin d'explications suite à une décision de classification qui affecte votre poste. Puis, si jamais vous faites face à un différend en termes de votre description d'emploi ou suite à une décision de classification là, affectant votre poste, vous pouvez communiquer avec votre représentant syndical. Donc, j'ai mis quelques liens dans la présentation. Le premier lien, c'est pour mieux comprendre les organisations qui font partie de l'administration publique centrale. Et l'autre lien, organisation, évaluation du travail, c'est vraiment, ça comprend tous les outils, les définitions de groupes, sous-groupes, les normes d'évaluation d'emploi. Tout est là, donc vous pouvez aller les consulter là, si vous êtes curieux par rapport à ça. Donc, c'est des questions. Super, merci beaucoup, Evelyne. C'était une très, très belle présentation. Vous êtes sincèrement une mine de connaissances. J'ai personnellement beaucoup appris au cours de cette présentation. Je suis certain que cette présentation a permis d'enrichir le bagage de connaissances et aussi le bagage professionnel de plusieurs d'entre nous. Alors, mission accomplie et encore une fois, merci beaucoup pour cette présentation très enrichissante. Et pour ceux et celles qui aimeraient avoir accès au PowerPoint, veuillez noter qu'il sera disponible en français et en anglais sur notre page GC Wiki après la session d'aujourd'hui. Alors, si vous voulez partager le PowerPoint avec vos collègues, ça sera disponible sur notre page GC Wiki. Alors, je vais maintenant me tourner vers vous, le public. Alors, si vous avez des questions dans la fonction, vous pouvez soumettre vos questions dans la fonction Q&A. Souvenez-vous que vous pouvez voter pour les questions que vous souhaitez voir posées en utilisant la fonction pouce en l'air ou thumbs up, comme on dit en anglais. Alors, je vais regarder rapidement dans le clavardage pour voir si nous avons des questions. Présentement, nous n'avons pas de questions, mais j'en ai plusieurs de mon côté. Alors, peut-être que je pourrais commencer avec ma première question. Alors, Evelyne, existe-t-il d'autres moyens d'accéder à des postes de niveau supérieur que de postuler à des bassins? Et ça, c'est une question que j'ai retrouvée dans la session en anglais. J'ai trouvé qu'elle était très bonne. Il y a peut-être une autre question de suivi à celle-là. Est-ce que c'est possible d'être promu à un niveau supérieur dans une classification au fur et à mesure que l'on acquiert de l'expérience et que l'on se voit confier davantage de tâches au sein d'une même équipe? Bien, comme on a mentionné, il y a deux aspects à cette question-là. La première, c'est sûr que oui, basé sur les qualifications de l'individu, là, dans le fond, c'est, comme vous avez mentionné, la nécessité là, de postuler à des emplois de niveau supérieur quand on acquiert l'expérience, les qualifications nécessaires pour ça. À l'intérieur d'un même poste, comme on a brièvement expliqué, c'est certain que c'est la responsabilité du gestionnaire délégué d'assigner des tâches, mais ça se peut que le gestionnaire délégué assigne des tâches à un niveau supérieur à un poste, et c'est là que le poste doit être réévalué en vue d'une potentielle reclassification. Donc, à ce moment-là, on regarde les nouvelles tâches assignées, puis on détermine est-ce que ça amène le poste à un groupe, sous-groupe différent ou à un niveau différent de celui dont il est là, présentement. Donc, ça, c'est un autre processus que celui-là fait partie de la classification. Mais c'est certain qu'un individu peut se développer plus rapidement que son poste, si on veut. Donc, à ce moment-là, c'est les qualifications de l'individu qui peuvent l'amener à postuler à des emplois de niveau différents. Super, merci beaucoup pour cette très belle réponse. Je regarde encore une fois dans le chat, je vois qu'il y a plusieurs questions qui commencent à arriver. Il y a une question de Madeleine Arsenault qui vous demande pour la révision des PA, est-ce que tous les ministères seront révisés? À quel moment cette révision sera terminée? OK.
Ben, c'est tous les ministères qui font partie de l'administration publique centrale, comme on a discuté, donc qui sont sujets à la conversion PA, l'exercice qui est en cours. Mais malheureusement, pour le moment, on n'a pas de date confirmée là, à laquelle cette conversion-là va arriver. Donc, on fait le travail préparatoire. C'est pour ça que peut-être que vous allez en entendre parler, mais la date de la conversion n'est pas encore confirmée. Elle va être disponible là, dès que ce sera confirmé par le Conseil du Trésor, quelle date ça va arriver. Super. À suivre. Oui, à suivre. Oui, c'est important. Oui. Merci beaucoup, Madeleine, pour votre question. Merci encore une fois, Evelyne, pour cette belle réponse. Une autre question dans le chat, cette fois-ci de Raphaël, qui demande, existe-t-il une liste ou un outil pour voir les équivalences de postes entre les différentes classifications ou groupes? Bonne question. Cet outil-là a déjà existé, mais il faudrait que je vérifie là, si je peux faire un suivi là-dessus, là, voir si on a toujours ce genre d'outils-là en ligne. Il devrait, s'il est toujours disponible, être au lien que je vous ai indiqué, là, organisation et évaluation du travail, parce que tout est là vraiment. Tous les outils d'évaluation, toutes les définitions de groupe, tout est là et accessible. C'est certain aussi qu'on peut aller voir les échelles salariales là, de chaque groupe dans les conventions collectives. Donc, ça, c'est un autre indicateur aussi d'équivalence. Super, merci beaucoup. Et vous pouvez toujours envoyer un courriel à Evelyne. Je suis certain que ça lui fera plaisir de Oui. répondre à vos questions. Et on pourra même mettre l'adresse courriel d'Evelyne dans la boîte de clavardage. Peut-être une dernière question, Evelyne. Auriez-vous des conseils pour les jeunes professionnels? Aujourd'hui, on a appris beaucoup sur la classification, mais auriez-vous quelques conseils pour nous? Ben, définitivement, ce qu'on a mentionné dans la présentation, c'est de vous tenir au courant justement des exigences de votre emploi. Donc, c'est de poser des questions à vos gestionnaires, s'assurer que vous comprenez bien les responsabilités de votre description d'emploi, que vous comprenez bien les fonctions de l'organisation, puis où est-ce que votre poste se situe. Donc, je pense que c'est ça la responsabilité principale des employés, c'est de se tenir au courant de ça. Donc, oui, leur gestionnaire est une bonne source d'information. Aussi, de bien comprendre là, à l'intérieur de leur ministère les différents mandats, les différentes responsabilités, où votre rôle se situe. Puis ça, il y a souvent beaucoup d'informations dans l'intranet là-dessus. Donc, c'est de bien comprendre qu'est-ce que fait votre organisation. Quand on arrive, des fois, on est dans les gros ministères, on ne comprend pas bien nécessairement là, tout ce qui se passe. Donc, de faire des recherches, de poser des questions. Je pense que c'est vraiment c'est ce qui va vous permettre au moins de bien comprendre votre rôle là, au sein de votre ministère, de la fonction publique. Puis ça, c'est important là, pour euh, se sentir bien là, dans son emploi. Super. Ben, merci beaucoup pour ces conseils. J'espère que vous avez tous pris de bonnes notes pendant ces 30 minutes. Alors, avant de conclure notre session, nous avons une dernière question de sondage pour vous. Évidemment, les réponses du sondage ne seront pas publiées, alors tout est anonyme. Alors, la question, c'est, cette session a-t-elle été une bonne utilisation de votre temps? En tout cas, on espère que la réponse est oui. Alors, vous pouvez répondre très rapidement à cette question de sondage. Sur ce, si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet des classifications ou d'autres sujets connexes, n'hésitez surtout pas à consulter la page ressources du wiki du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux afin d'obtenir des hyperliens vers les politiques et aussi pour en savoir plus sur les prochaines opportunités d'apprentissage. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Evelyne, et merci à tous ceux et celles qui ont posé des questions aujourd'hui. Merci à tous ceux et celles qui ont été présents à cette session. J'espère que vous avez appris beaucoup sur les classifications. Alors, sur ce, je vous souhaite tous une excellente fin de journée. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.